Raphaël va nous proposer, va nous présenter les produits, les techniques et opportunités. Et elle fait un focus sur les 8 ans de nouveautés. Voilà, Raphaël, pour 20 minutes. Monsieur le Président, Madame la Présidente, merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Vous savez que je suis toujours intéressée par les thèmes de l'hygiène des mains et notamment parce que, comme vous le savez, on peut croire que c'est éternel, on peut croire que c'est toujours pareil. Non, ça change quand même beaucoup, à tel point que ça est un des domaines où il y a le plus de publications chaque année, 200 publications à peu près par an dans les revues internationales, donc un niveau d'intérêt, de recherche et d'essai qui continue. Alors, de 2009 à maintenant, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Je n'ai pas du tout la prétention de parler de tout. On a choisi pour cette présentation de faire des focus sur des choses un petit peu précises. En ce qui me concerne, je parlerai simplement de 4 points. Comment les produits ont-ils évolué en termes efficacité, en termes tolérance? La question qui revient, et qui est revenue encore il n'y a pas très longtemps, désinfection des mains et gants. La question de la meilleure gestuelle, bien entendu. Et puis, un petit point récent, le dernier pavé dans la mare de l'OMS avec ses recommandations sur la prévention des infections en chirurgie et la place un petit peu particulière de la désinfection des mains par friction. Les produits de désinfection des mains sont des biocides depuis, je crois, pas loin de 20 ans. Mais nous n'avons toujours pas d'AMM, c'est-à-dire que nous n'avons toujours pas des produits pour lesquels, avant d'être mis sur le marché, on est sûr de leur efficacité, de leur tolérance et de leur caractère biodégradable satisfaisant. Ils sont déjà tenus pour que nous puissions les utiliser, pour que les sociétés puissent les commercialiser, d'être enregistrés sous forme d'un dossier et dossier que vous pouvez retrouver dans la base SIMBAD. Et si vous souhaitez un petit peu plus d'informations sur cette notion des biocides, je vous invite à aller regarder le site Prodibase que beaucoup d'entre vous utilisent assez souvent. Qu'est-ce qui a changé pour la mesure de l'activité des produits? Quelles sont les exigences actualisées? Depuis 2015, ce que nous appelons globalement la norme cadre du Comité européen de normalisation, qui est la norme qui, pour l'ensemble des désinfectants, définit les exigences que se donne l'Europe en termes d'efficacité. Cette norme, qui était très ancienne, a été réactualisée. Et elle nous a amené des changements importants, surtout quand on se positionne du côté des acheteurs ou de ceux qui choisissent les produits. D'abord parce que ça nous a permis d'éclaircir les dossiers qu'on demande. On n'a plus besoin de demander les vieilles normes de base, bactéricidie de base, la 1040 que tout le monde connaissait par exemple, qui sont sortis finalement de nos outils de choix. C'est seulement maintenant des outils pour les laboratoires qui mettent au point les produits pour faire le premier screening. Autre point introduit par cette actualisation, il est maintenant clairement affirmé qu'un produit ancien ne peut plus revendiquer pour être utilisé des normes anciennes. Il doit absolument actualiser ces normes dans un délai assez court après la publication de l'actualisation des normes. Et puis, bien entendu, cette norme a modifié les normes qui sont attendues pour chaque type d'usage. En ce qui concerne les produits pour la désinfection des mains par friction, pour le domaine des soins, et la norme précise bien que ce qu'on définit par revendication d'activité pour le domaine des soins n'est pas dépendant du lieu d'exercice, savoir si c'est un hôpital, si c'est un établissement médico-social ou si c'est en ville. Non, c'est est-ce que le produit est utilisé dans un contexte de soins. Si le produit est utilisé dans un contexte de soins, il doit revendiquer des normes d'établissement de santé et pas des normes de collectivité ou d'agroalimentaire. Ça, c'est un point clair et important à retenir. Donc, quelles sont ces normes qui sont attendues? Vous les connaissez souvent, c'est pour la bactéricidie, on n'a pas de changement fondamental, on a seulement des actualisations de normes
parce qu'on a pu voir que certaines normes n'étaient pas toujours suffisamment bien cadrées pour éviter qu'on puisse un petit peu les détourner. Donc, elles ont été actualisées. Bactéricidie, c'est intéressant parce qu'on a une norme in vitro, mais on a aussi 2 normes qui sont bien des normes d'application qui miment, qui sont capables de modéliser notre situation, notre usage, qu'il s'agisse du traitement hygiénique des mains par friction, puisque c'est une norme qui est la 1500 où on va contaminer des mains avec un germe courant, l'Escherichia coli, et on va vérifier que le produit est bien aussi efficace que le produit de référence. Et puis, au niveau chirurgical, on va bien avoir une norme, la 12791, qui nous permet de vérifier qu'en utilisant le produit, on réduit considérablement la colonisation des mains des opérateurs et que cette réduction de colonisation est bien maintenue pendant 3 heures sous des gants stériles. On n'a malheureusement pas ce même niveau de mise au point de normes pour le niveau de levuricidie et de virucidie. Ça fait partie de projets éventuels. Petit rappel, on n'a pas de recommandation dans ce domaine-là, ni pour la mycobactéricidie, ni pour la sporicidie, ni pour le 2e niveau de fongicidie complète. On peut en avoir besoin pour des usages particuliers, mais ce n'est pas la revendication minimale. Je m'attarde un petit peu sur la virucidie. Depuis 2015, la nouvelle norme de virucidie pour les produits humains propose 3 niveaux possibles de validation des produits. Un niveau de validation complète. À ce moment-là, le produit est dit virucide. Et le produit peut aussi revendiquer une virucidie limitée ou une virucidie sur virus enveloppé. Une virucidie limitée reste encore adaptée aux besoins des établissements de santé. Par contre, la virucidie sur virus enveloppé n'est pas suffisante dans le contexte de soins, dans la mesure où les norovirus, les rotavirus et un grand nombre de virus qui circulent dans le milieu de soins ne sont pas pris en compte. Deuxième partie sur les produits. Qu'est-ce qui a beaucoup changé aussi? Eh bien, on évolue dans le cadre des molécules, on évolue dans la prise en compte des problèmes de toxicité et des problèmes d'intolérance. De quoi vient cette évolution? Bien sûr, des exigences biocides qui ont permis de faire disparaître des produits, par exemple, comme le phénoxyéthanol qu'on utilisait beaucoup, mais aussi des publications de nos collègues médecins du travail, de dermatologistes, et un grand nombre de publications se sont intéressées aux effets irritants, allergisants des molécules utilisées dans les associations antiseptiques. Ça vous explique pourquoi pratiquement dans nos produits de friction, nous n'avons plus de molécules antiseptiques en dehors des associations alcooliques. D'autres éléments qui ont participé, c'est la mise en évidence dans l'utilisation de molécules antiseptiques de manière répétée, et où est-ce que ça peut être plus répété que par l'utilisation quotidienne des soignants, de résistance aux antibiotiques et d'augmentation de l'allergie chez les professionnels à la fois. Et ça, c'est la molécule peut-être sur laquelle on se pose à l'heure actuelle le plus de questions là-dedans, c'est la chlorhexidine. Et peut-être faudrait-il s'orienter sur un usage de la chlorhexidine réservé aux patients au niveau mondial et pas seulement au niveau européen. Dans l'avenir, la Food and Drug commence à se poser la question. Il y a un débat aussi, et puis vous l'entendez dans l'actualité, sur le problème des oncogènes, des tératogènes et des perturbateurs endocriniens, avec certainement beaucoup de molécules qui ont été utilisées au niveau de ces produits et qu'on voit disparaître. Et l'appui des médecins du travail au niveau du suivi sur le terrain est aussi quelque chose qui fait avancer les dossiers. Alors, comment ça se manifeste concrètement? Je peux vous donner 2 exemples, mais vous en connaissez certainement d'autres. Les marchés nationaux Uniachat, qui regroupent une 60aine d'établissements, surtout des CHU, pour les produits humains, ont exclu depuis 2011 un grand nombre de molécules, la chlorhexidine, le triclosan, le phénoxyéthanol, depuis plus récemment les isothiazonides, excusez-moi. Et ces marchés contrôlent beaucoup les parfums, les agents mutagènes, tératogènes, oncogènes, en exigeant les formules détaillées, en les faisant contrôler par des experts avant de retenir des produits. Il y a aussi des exigences sur l'absence
de produits comme bisphénol A, phtalate dans les flacons, parce qu'il y a le produit et puis il y a aussi l'emballage qui peut être en cause dans les molécules dangereuses. Ça, c'est ce qu'on fait en France. Quelque chose qui est intéressant, c'est que la Food and Drug aux États-Unis vient d'interdire, dans l'utilisation en ville et en milieu de santé, 19 molécules, principalement dans les savons antibactériens, mais aussi dans les produits de friction. Et dans ces molécules, il y a des molécules qui ont été beaucoup utilisées, le triclosan, le phénoxyéthanol, etc. Donc ça veut dire que cette démarche de réduction des expositions, elle est mondiale. Je m'arrête là-dessus sur les produits, si on veut avoir un petit peu de temps de discussion. Deuxième point que je voulais aborder, c'est la friction sur les gants. La friction sur les gants, elle reste une pratique observée sur le terrain. Je crois qu'aucun d'entre nous ne peut dire qu'il l'a complètement éliminée de son établissement. Elle reste dangereuse, mais elle reste dangereuse pour une seule raison. Elle reste dangereuse parce que la désinfection détériore le gant, et le gant n'est plus protecteur pour le professionnel. Mais elle n'est pas dangereuse parce qu'elle ne serait pas efficace, parce que la désinfection des mains pratiquée sur des gants est remarquablement efficace, même plus efficace que sur les mains, du fait du caractère plus lisse des gants. Alors, qu'est-ce qu'on peut proposer en termes de recommandations? C'est pas de friction sur des gants non stériles à usage unique tels qu'ils sont choisis dans nos grands marchés collectifs. Ces gants ne sont pas validés pour être utilisés avec une friction. Ils perdent leur effet protecteur. Par contre, on a souvent, dans certains secteurs, des besoins particuliers. Le secteur où on va le retrouver, par exemple, c'est le secteur de l'imagerie avec des gants radioprotecteurs. À ce moment-là, oui, OK, désinfection sur les gants, mais un marché de gants qui passe la norme européenne EN 374-4 parce que cette norme permet de vérifier la résistance du gant et l'absence de porosité à l'utilisation répétée de produits comme des produits de friction. Et cette norme peut être utilisée pour tester différents produits et pas seulement des solvants classiques. Si on continue sur la question de friction et gants, il y a plusieurs études qui sont intéressantes, qui ont montré qu'il était important d'avoir une désinfection avant la mise des gants, dans la mesure où mettre des gants avec des mains contaminées conduit à la contamination externe du gant et conduit également à la contamination des boîtes et donc à une source de contamination croisée. Il est aussi très important, et alors là je crois que la littérature, on ne manque pas d'arguments, c'est le fait qu'on a à l'ablation du gant une contamination résiduelle. On a aussi une contamination spontanée par remultiplication des micro-organismes sous les gants pendant le temps de travail, puisqu'on n'a fait qu'une friction hygiénique et pas une friction chirurgicale, et donc pas une friction avec un effet durable prolongé. Et que cette contamination à l'ablation des gants, elle est bien sûr liée à la technique d'ablation, et ça a été très en lien avec toutes les formations qu'on a pu faire au moment de l'épidémie Ebola sur la technique de dégantage pour réduire le plus possible cette contamination. Je m'arrête sur les gants, mais je pense que ça va être des questions qui vont certainement revenir régulièrement. Là, je passe à la question qui a été lancée tout à l'heure par Jean-Christophe Lucet sur la meilleure technique de friction. Alors, je crois que c'est important de revenir un petit peu en arrière. Sur quoi a été décidée la technique de l'OMS de 2009? La technique de l'OMS, c'est rien de plus que la technique de la norme EN 1500, parce que c'est une technique qui avait été mise au point pour faire une évaluation de l'effet des contaminants d'une désinfection des mains et qui donc codifiait le mieux possible l'application d'un produit pour optimiser son activité. Donc c'était pertinent que l'OMS le réutilise comme meilleure technique. Et la technique française où on a rajouté les poignets, eh bien c'est simplement la technique OMS avec une discussion de type discussion d'experts, de dire mais oui, mais les poignets sont quand même très contaminés dans beaucoup d'études, donc on rajoute un tampon-poignet. Voilà.
Ça explique un petit peu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quels sont les problèmes qui sont observés, en fait, en relation avec ces techniques qui ont été beaucoup enseignées depuis 2009? C'est, on a une mauvaise observance de la technique. Ça, c'est pas un scoop. Que cette mauvaise observance, on la voit à l'œil, avec des frictions très elliptiques, des frictionnettes, on va utiliser ce terme, et on les voit aussi quand on fait des formations en utilisant souvent des UV et des caissons à UV, parce qu'on voit très bien qu'il y a beaucoup de zones qui ne sont pas traitées et que ces zones sont assez reproductibles. Et qu'il y a eu aussi des conséquences qui ont été mesurées sur des désinfections des mains moins efficaces, qui se retentissaient aussi sur les mesures de la désinfection qu'on peut faire, qu'ils se font non pas sur l'ensemble des mains, puisqu'on ne fait pas, on n'utilise plus les techniques anciennes où on faisait du jus de gant pour essayer de vraiment mesurer la contamination de la totalité des mains. La contamination des mains, on la mesure uniquement par des empreintes, donc ce n'est qu'une partie de la main, l'efficacité qui est mesurée. Qu'est-ce qu'on a pu décrire? Eh bien, on a pu décrire que certaines zones étaient toujours évitées et que si certaines zones étaient toujours évitées, c'est parce qu'il y a des étapes qui sont pas toujours, mais beaucoup plus souvent mal respectées que d'autres étapes. Et que certaines de ces étapes sont effectivement les étapes de désinfection du pouce et les étapes de désinfection approfondie du doigt et du dessous qui essayent de faire pénétrer le produit sous l'ongle. Donc, on sait qu'on a un problème sur le terrain et on a identifié aussi en partie quelque chose qui est très lié à ce problème, qui est la question de la dose. Parce que la dose utilisée, la dose prise par les professionnels, elle est clairement complètement liée à la durée de friction et à la réduction de la contamination, quel que soit même le respect des étapes. Et certains auteurs après avoir essayé d'améliorer la technique en augmentant la dose, se sont intéressés à l'acceptabilité par les professionnels d'une dose qui serait plus élevée et qui permettrait d'arriver à une meilleure technique. Alors, dans cette étude de Wilkinson, vous voyez dans les deux courbes de droite en haut, c'est que en fonction de l'augmentation de la quantité de produits que vous avez un temps de séchage logiquement qui augmente, mais vous avez aussi de manière encore plus rapide et plus significative la réduction logarithmique que vous obtenez, c'est-à-dire que si on veut vraiment une réduction, on a besoin d'une dose qui soit assez importante. Mais lorsqu'on fait augmenter cette dose, et ça c'est la courbe du bas par rapport au volume, on s'aperçoit que oui, on a un accord des professionnels pour dire, c'est les points rouges, que une petite quantité, ça conduit à une friction trop courte, mais si on propose réellement des doses de plus de 2 millilitres, eh bien, on a un très mauvais accord des professionnels qui trouvent que le temps est vraiment trop long par rapport aux capacités. Mais si on ne respecte pas cette dose et ce temps, on perd quand même la moitié de l'efficacité de la désinfection qu'on fait. Comment est-ce qu'on va pouvoir avancer sur cette question-là? Alors, comment est-ce que sur le terrain, on essaye de l'améliorer? On essaie de l'améliorer en faisant de l'utilisation assez massive de pédagogie avec des caissons et souvent en essayant de faire de l'auto-apprentissage par les professionnels pour que ce soit eux-mêmes qui recréent de nouveaux automatismes. On essaye aussi de l'améliorer avec des audits. Et puis, il y a eu aussi des essais d'automatiser les doses. Ça a été, dans certains établissements, le choix d'avoir des distributeurs où il y a automatiquement une dose importante et donc ce qui permet de gagner un petit peu de temps. Ça, c'est la piste qui est à l'heure actuelle sur le terrain. Il y a une autre piste qui est la piste de réflexion qui, pour le moment, est seulement ébauchée par un certain nombre d'études, mais c'est pas si récent que ça puisque les premiers travaux là-dessus remontent à 2008 quand même. Et il y a deux grandes pistes, changer l'ordre des étapes ou moins d'étapes. Alors, modifier l'ordre des étapes, c'est une proposition de Pires en 2016,
Non, on ne changerait pas les étapes, mais on ferait remonter les étapes du pouce et du bout des doigts très rapidement après le premier temps d'étalement, soit après l'étape 2, soit après l'étape 3, de manière à ce qu'il y ait suffisamment de produits pour que vraiment ces temps soient faits. Dans la mesure où peu de professionnels oublient les espaces interdigitaux et les paumes sont toujours bien désinfectées. On a aussi Kampf en 2008 qui avait fait des essais sur une méthode en 5 temps, en essayant, différente, en essayant de minimiser justement avec les UV les possibilités de zones non couvertes. Et puis il y a en 2017 une proposition en 3 étapes, mais ces 3 étapes sont quand même associées à une moindre réduction logarithmique. La discussion est loin d'être fermée. Je pense que ça va faire partie certainement non seulement du travail du groupe de la Société française d'hygiène hospitalière pour l'actualisation des recommandations main, mais je pense qu'il va certainement falloir faire beaucoup de travaux expérimentaux pour avancer sur ce sujet. Je termine par la désinfection chirurgicale par friction. Nous avons été beaucoup à faire un grand bond en lisant les recommandations de l'OMS sur la prévention des infections en chirurgie, puisque l'OMS disait dans sa recommandation brute, on peut se laver ou on peut se désinfecter par friction. On a fait tous un peu gloup. Et quand on regarde un petit peu de plus près, effectivement, le document de l'OMS rappelle ce qu'on sait. Il n'y a pas d'essai randomisé pour les infections de site opératoire qui montre un bénéfice à la friction par rapport au lavage. Et ça va plus loin, on n'a pas d'études qui aient démontré le niveau minimal de qualité de désinfection des mains dont on a besoin pour réduire les ISO. On est gêné quand même. Hein. Alors, on sait quand même que quand on a des dérapages très importants, on observe des épidémies. Mais il faut vraiment avoir des qualités de non-désinfection des mains un petit peu inquiétantes. Donc, ça ne va pas être notre argument en faveur de la désinfection chirurgicale par friction. En faveur de la désinfection chirurgicale par friction, on a par contre l'effet indirect sur la contamination des mains. La réduction de la contamination des mains est meilleure avec la friction chirurgicale et elle est surtout beaucoup plus durable. Comme on a de plus en plus de chirurgie de très longue durée, c'est quand même un bénéfice qui peut être intéressant. On a aussi une meilleure tolérance, un enseignement aux nouveaux professionnels qui est plus simple, et puis dans le monde, pas forcément, mais aussi chez nous, avoir les présentations qu'on a sur les problèmes de PIO, ça permet quand même d'éviter le problème de l'eau. Voilà. Ce qui est important quand même, c'est que le respect d'une technique en 2 temps est aussi associé à une meilleure définition. Ça, c'est été remontré dans la littérature. Et que le respect de la technique, eh bien, nécessite un suivi, il nécessite un accompagnement. Et quand on peut faire, comme on a fait à Lyon Sud avec l'équipe d'urologie, travailler vraiment à faire introduire la qualité de la désinfection chirurgicale comme indicateur de qualité appartenant à l'équipe et des systèmes d'auto-évaluation, c'est vrai qu'on arrive à des améliorations vraiment efficaces. Voilà, je termine en vous remerciant et surtout en vous demandant de vous mobiliser pour que Prodibase, qui est la base de données sur les désinfectants, puisse continuer, puisque dans le cadre de la réforme des CECLIN vers les CEPIAS, eh bien, ça n'a pour le moment pas été retenu comme priorité. Merci, j'espère ne pas avoir trop dépassé le temps.